Bonjour, bienvenue à ce panel. Environnement de marché difficile, est-ce le bon moment pour investir dans les marchés privés ? On devait avoir normalement 3 intervenants, mais Natacha Kirkiek de l'UBS est malade, donc on n'aura que 2 experts. Et le premier, c'est Jean-Pierre Accourt, qui travaille chez LGT depuis 10 ans. C'est un expert justement des marchés privés, responsable des mandats spéciaux au sein du portfolio management et puis surtout responsable de l'advisory pour la succursale de Genève où il conseille les clients sur les différentes classes d'actifs. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Fabrizio. Et puis on aura également Cyril Urfer, qui a bien roulé sa bosse au cours des dernières années, puisqu'il est depuis un peu plus d'1 an CIO chez Forum Finance. Mais avant ça, il a une expérience très intéressante puisqu'il a travaillé pour le fonds souverain saoudien, le Public Investment Fund. Il a été également CIO aussi à la Banque Ghana entre 2012 et 2016, CIO à l'Abu Dhabi Investment Council entre 2008 et 2011. Et auparavant, il était responsable de la gestion privée chez Lombard Odier, après avoir déjà travaillé au Crédit Suisse. Donc vous voyez, ça passe. Et tous les 2 sont titulaires d'un CFA. Voilà, on va commencer. Puis notre modérateur quand même, qui vient de Decalia et qui a aussi un joli CV peut-être, je sais pas. Non, voilà, moi je suis depuis 5 ans chez Decalia et avant j'étais chez CIS, voilà. C'est vite fait. Et je suis pas un spécialiste justement des marchés privés, donc c'est ça qui est intéressant. Je suis un peu le novice là-dedans, donc je vais essayer d'y voir plus clair grâce à vos lumières. Mais avant de commencer justement, on parle de marché privé, mais qu'est-ce qu'on entend par marché privé ? C'est peut-être utile de définir, de préciser cela. Et puis surtout, comment vous définisseriez cette classe d'actifs ? On va peut-être commencer par toi, Jean-Pierre. Voilà, je vais te tutoyer, oui, c'est plus simple. Oui, alors en effet, je pense que c'est important de définir un peu ce que c'est que les marchés privés. Les marchés privés, en fait, c'est tout ce qui n'est pas marché liquide et traitable sur des marchés organisés. On identifie 3 grandes classes d'actifs dans les marchés privés. Alors tout d'abord le private equity, donc c'est ce qui est le plus connu, le plus important. Ça représente environ 60 à 65% de la classe d'actifs. On va retrouver tout ce qui est buyout, venture capital, growth, donc voilà ce type de stratégie. Ensuite, on a la dette privée, qui est un peu plus récente en termes de classe d'actifs. Là, on va retrouver le direct lending, les loans mezzanine, le specialty finance. Et ça représente environ 20 à 25% de la classe d'actifs. Et pour finir, on parle des actifs réels. Et là, on va retrouver l'immobilier, on va retrouver l'infrastructure, les matières premières. Et là, grosso modo, ça représente entre 10 et 15% de la classe d'actifs. Après aussi, une chose importante dans les marchés privés, il y a aussi un certain nombre de véhicules d'investissement qui sont différents. Les plus connus et les traditionnels, c'est ce qu'on appelle les closed-end funds. Donc vous faites un commitment et puis vous êtes dans les mains du gestionnaire. Il y a également les co-investissements. Donc ça, c'est plutôt, on peut trouver ça dans l'immobilier ou dans certains deals directs. Et puis un peu plus récemment, toutes ces sociétés, tous ces véhicules qu'on appelle semi-liquides ou evergreen, qui sont plus récents et qui commencent à offrir une certaine liquidité. Ok, on voit déjà, vous avez bien dégrossi le sujet. Peut-être, ce qui est aussi intéressant, c'est de se rendre compte de la taille aujourd'hui des marchés privés et des tendances par rapport au marché public. Cyril ? Oui, il y a eu une très forte croissance des marchés privés. Les institutions ont largement augmenté leurs allocations sur ces marchés-là, dans une quête à la fois de diversification, mais aussi de performance. Et on a bien entendu dans le sillage de ces institutions, dont certaines investissent depuis de très nombreuses années, voire plusieurs décennies, mais on a aussi une démocratisation de l'accès au marché privé pour la clientèle privée, avec entre autres des structures de type evergreen. Pour donner un ordre de grandeur, les marchés actions au niveau mondial, c'est à peu près une centaine de trillions.
en 2022, et les marchés privés représentent, grosso modo, si on agrège tous ces éléments, à peu près 13 trillions. Donc on est dans un rapport de l'ordre de 1 à 10 entre les marchés publics, et ici je ne mentionne pas bien entendu les obligations et les autres actifs liquides, mais uniquement les actions, on est à 100 trillions pour 13 trillions pour le private equity. Et pourquoi ces éléments et ces ordres de grandeur sont importants? D'abord, ils vont devoir être mis en lien avec ce que peuvent représenter en termes de proportion ces actifs dans un portefeuille client, mais ils vont aussi, bien entendu, compte tenu de la taille, créer des limitations dans la capacité que peuvent avoir des gérants à déployer du capital qui leur est alloué. C'est un phénomène qu'on a aussi vécu dans le cadre des hedge funds, où l'engouement qui avait eu lieu sur ces hedge funds avait amené beaucoup d'investisseurs à non seulement créer des produits, augmenter des allocations, avec la conséquence que les flux ont été importants et avec la difficulté qu'ont eu un certain nombre de gérants de digérer ces flux et de déployer le capital qui leur était confié. Ok, merci. Dans le titre du panel, c'est environnement de marché difficile. Alors ça m'a fait un peu sourire parce que en fait depuis que j'ai commencé la finance, j'ai jamais connu des environnements faciles, mais peut-être c'était avant que je naisse. Et donc voilà, la question du timing, en plus surtout pour des marchés privés où j'entends c'est illiquide. J'entends souvent ils font des temps d'horizon très longs. Je vois pas trop ce que ça a à faire, disons le timing là-dedans. Je sais pas quel est ton point de vue, Jean-Pierre, là-dessus. Alors déjà Fabricio, je partage ton avis. Connaître des marchés faciles, moi non plus. Depuis le temps que je suis dans ce métier, c'est pas vraiment un terme qu'on utilise souvent. Mais ceci dit, effectivement, pour les marchés privés, la question du timing est moins importante. Pourquoi elle est moins importante? En fait, parce que lorsqu'on investit dans les marchés privés et qu'on donne un commitment à un private equity manager, par exemple, il va prendre 3 à 5 ans pour déployer ce capital. Donc ces 3 à 5 ans, déjà, ça, c'est une période relativement longue. Ça va déjà aussi lui permettre de lisser le cycle économique, parce que durant ces 3 à 5 ans, il va essayer de trouver les meilleurs moments, les meilleures opportunités pour réaliser ses investissements. Et ensuite, ces investissements, il va les tenir également entre 3 et 5 ans. Alors, on espère que pendant ces 3 et 5 ans, il va justement développer l'entreprise, la faire grandir, et puis aussi trouver le meilleur moment pour la vendre. Donc, si on met tout ça bout à bout, on se retrouve avec des investissements ou avec un horizon de temps, pour que tout l'investissement soit réalisé, qui prend à peu près entre 7 et 12 ans. Alors, c'est vrai que cette question d'illiquidité dont on a parlé est un problème et commence à être résolu un petit peu avec les evergreen. Mais malgré tout, même avec une solution evergreen, on doit considérer un horizon de temps relativement long pour permettre aux stratégies de vraiment délivrer les returns qu'elles nous promettent. Alors, oui, pardon. Alors, parce que je reviens à un panel qu'on a eu au début de la matinée, c'était notamment les indicateurs macro et puis leur influence. Là, finalement, ça joue encore un rôle. De toute façon, on est sur une telle durée que ça peut bouger dans tous les sens. Il peut même y avoir des crises géopolitiques. On est à l'abri de cela. Alors, on est à l'abri de cela, oui et non. C'est-à-dire qu'on va quand même être impacté durant la vie de l'investissement. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins fort que sur des marchés listés. D'ailleurs, on va en parler un petit peu après. Mais surtout, c'est un avantage très important qu'il ne faut pas oublier, c'est que le fait que ce soit illiquide, on ne peut pas prendre la mauvaise décision de vendre au mauvais moment. Et ça, c'est vrai que c'est un désavantage, à notre avis, pour la classe d'actifs des marchés privés. Si je peux me permettre, ce qui est aussi important, et on en parlait en introduction avant le panel, c'est la nécessité de la récurrence des allocations. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une décision en 2022, il faut être conscient que ça sera suivi par une allocation en 2023, en 2024, en 2025, afin justement de lisser les vintages, de lisser les expositions et de permettre d'atteindre un rythme de croisière ou un portefeuille mature qui va pleinement donner les bénéfices et le retour sur investissement que l'on attend de ces classes d'actifs. Okay. Bon voilà, maintenant je commence à y voir plus clair. Je suis presque prêt à me lancer. Vous m'avez convaincu. Mais je me demande s'il n'y a quand même pas des fois des différences entre la théorie et la pratique. Et notamment, Cyril, toi qui as été investisseur dans cette classe d'actifs, dans tes différentes expériences professionnelles, à quoi doit-on être attentif ? Je vais essayer de ne pas être exhaustif parce que je pense que ça prendrait trop de temps, mais je crois que ce que tout le monde... il y a un élément sur lequel on peut s'accorder, c'est que les marchés privés apportent une valeur ajoutée dans la construction d'un portefeuille.
tant en termes potentiellement de diversification, d'élargissement de l'univers d'investissement, mais aussi, bien entendu, en termes de rentabilité. Alors, bien entendu, la rentabilité, elle est aléatoire, puisqu'on est dans un marché où, on en parlera un peu plus tard, où, bien entendu, les écarts de performance entre les différents investissements et les différents gérants sont relativement importants. Par contre, bien entendu, quand on souhaite maximiser la rentabilité, et c'est le cas d'investisseurs à très long terme, comme peuvent l'être les caisses de pension ou comme peuvent l'être les fonds de dotation des grandes universités américaines, qui ont cet horizon temps, qui n'ont pas besoin de liquidité immédiate, elles peuvent considérer ces classes d'actifs dans leur univers d'investissement. Par contre, il y a un certain nombre de défis qui viennent avec ces classes d'actifs. Tout d'abord, le fait qu'on doit bien entendu reconnaître qu'il faut un vrai horizon temps long terme pour pouvoir investir dans ces marchés. Et il faut, comme je le disais précédemment, avoir cette capacité de chaque année faire une allocation, indépendamment des conditions et du contexte macroéconomique dans lequel on se trouve. Pourquoi ? Parce qu'autrement, vous allez avoir des trous en termes de vintage et en termes d'exposition, et ça va bien entendu être déterminant et potentiellement un détracteur à la performance. L'autre élément important, c'est effectivement cette notion d'illiquidité. Cette notion d'illiquidité, tu le mentionnais avant, c'est-à-dire je fais un engagement, un commitment, ensuite le gérant va prendre quelques années pour investir les fonds, puisqu'il n'a pas de raison de se précipiter, au gré des opportunités, il va pouvoir déployer ce capital, et puis ensuite il va bien entendu faire fructifier et suivre les entreprises pour ensuite potentiellement les vendre et de ce fait retourner des capitaux aux investisseurs. Pendant cette période d'investissement et avant le retour du capital investi, bien entendu, qu'est-ce que je fais avec les liquidités qui sont encore dans mon portefeuille ? Comment est-ce que j'investis ces liquidités, sachant que j'ai un engagement qui, à un moment ou un autre, auquel je vais devoir faire face. Donc ça, c'est un des premiers défis, c'est qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire avec ces liquidités qui sont de côté. L'autre élément, bien entendu, c'est un besoin accru de planification des cash flows. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai un engagement de X. Le gérant va m'appeler au gré des opportunités du capital au fur et à mesure et au cours du temps. Et ensuite de ça, il va potentiellement, là aussi, au gré des opportunités, redistribuer du capital. Alors, on parlait de marché difficile. Typiquement, c'est exactement ce que l'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez des gérants qui voient de plus en plus d'opportunités, donc qui sont en train d'appeler du capital. Mais de l'autre côté, ils ont de plus en plus de difficultés à vendre certaines sociétés parce que le marché ne s'y prête pas. Donc, vous avez beaucoup moins de distribution. Donc, vous êtes dans une situation où vous avez un cash flow, entre guillemets, négatif, c'est-à-dire qu'on vous appelle du capital, on ne vous en redistribue pas. Et bien entendu, si vous n'avez pas calibré votre allocation de manière appropriée, vous pouvez être dans une situation qui est particulièrement désagréable. Mais alors là, peut-être, je vais me permettre d'attendre. En fait, je comprends bien au niveau de l'ADN, quand on est dans une banque qui carrément fait de la publicité, investissez comme le prince, je caricature un peu, mais non, mais on voit bien le côté héritage, patrimoine sur une. Mais pour un gestionnaire indépendant, qui n'a pas cet ADN, enfin, il n'a pas été créé en je ne sais plus combien, mais enfin voilà. Vous voyez ça comment ? Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire par rapport à ce que vous demandent les clients même ? Non, je pense que c'est une question d'alignement. Et cet alignement, c'est si j'ai un investisseur, quelle que soit d'ailleurs la typicité de l'investisseur qui a un vrai horizon long terme, il doit absolument considérer ces classes d'actifs privés. Après, la question, et je crois qu'on y reviendra un petit peu plus tard, c'est quelle proportion est-ce que je dois allouer à ces marchés dans un portefeuille. C'était justement ma question à Jean-Pierre. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ce n'est pas de la tarte. Ce n'est pas juste acheter une action. On est d'accord. Vous achetez une action, vous vous êtes trompé, 2 semaines après, vous la vendez, peut-être avec un gain, une perte. Là, c'est une décision sur le long terme. Donc, j'imagine évidemment que ça ne sert à rien, en plus d'investir 2-3%, parce que c'est un travail énorme. Et pour finir, il va falloir récolter les fruits. Alors, est-ce qu'il faut réfléchir en termes de pourcentage de son portefeuille ? Mais après, le problème, ça peut arriver que peut-être pour des plus petits clients, le parenthèse, ça ne vaut pas la peine. Quel est votre conseil là-dessus ?
chez LGT, justement, vous qui avez cette longue expérience? Alors merci effectivement de mettre en avant notre slogan, mais la question se pose de la même façon pour nos clients privés, c'est-à-dire qu'avant d'investir dans les marchés privés, il y a quand même un certain nombre de questions qu'on doit se poser. La première, c'est déjà la taille du patrimoine, parce qu'il y a quand même un certain minimum à investir, même si de certaines nouvelles solutions permettent de baisser ces minimums, mais malgré tout. La deuxième question, c'est quel est l'horizon de temps du client, parce qu'effectivement, quelqu'un qui est un peu âgé, peut-être qu'on ne va pas lui proposer cette classe d'actifs. La troisième question, c'est est-ce qu'il est à l'aise avec des investissements illiquides? Parce que là aussi, de ne pas pouvoir vendre, certains clients, ils ne sont pas du tout d'accord. Et donc, évidemment, tous ces éléments-là doivent être pris en considération avant de déterminer une allocation dans les marchés privés. Maintenant, une fois, si on a répondu oui à toutes ces questions et puis que la réponse « je peux y aller, j'ai envie d'y aller », eh bien à ce moment-là, il faut en tout cas 5% du portefeuille jusqu'à 20%. Alors, on peut monter plus pour certains clients, mais disons que nous, c'est ce qu'on recommande à nos clients. Parce qu'en dessous de 5%, ça ne fait pas de sens. Ça ne va pas apporter grand-chose au portefeuille. Donc finalement, ça ne vaut même pas la peine de le faire. Et donc, voilà le type d'allocation qu'on proposerait. Encore une fois, la problématique d'illiquidité commence à être résolue plus ou moins avec ces solutions Evergreen, qui justement offrent cette possibilité de vendre. Mais nous, on exprime toujours, ou on dit toujours à nos clients que même s'ils peuvent vendre, il faut quand même qu'ils considèrent cet investissement comme un investissement de long terme et que pour qu'ils réalisent tout son potentiel, il faut rester investi. Très bien. Jusqu'à présent, on n'a pas parlé beaucoup des risques. Je me posais la question de savoir comment appréhender les risques sur cette classe d'actifs lorsqu'on sait que la valorisation, puisqu'il n'y a pas de cotation journalière, comment on appréhende ça et comment on gère les risques en fait au niveau de cette classe d'actifs. Je ne sais pas, Cyril, quel est ta vue là-dessus? Je pense que les premiers risques à gérer, c'est l'adéquation et la définition du profil avec le client. Parce que ça, c'est quand même le risque majeur. C'est vrai que les marchés privés ont l'avantage d'éviter de prendre des décisions sous le coup de l'émotion. Et on sait que la volatilité ou les fluctuations des marchés peuvent entraîner des décisions qui sont contre-productives pour la performance à long terme. Mais il est vraiment extrêmement important d'avoir un bon alignement, une bonne définition de ce profil de risque avec les clients et ce que ça implique. Il faut l'inscrire dans le temps, on l'a mentionné à quelques reprises, c'est au minimum 4 à 5 ans pour atteindre un rythme de croisière. Et puis alors la notion de risque, elle est intéressante parce qu'elle revêt plusieurs aspects. Le premier, si vous êtes un vrai investisseur à long terme, comme peuvent l'être les fonds de dotation des universités américaines qui ont un horizon de temps qu'on peut considérer quasiment à la perpétuité, alors eux vous diront qu'ils investissent de manière très prudente avec une très large partie des actifs, aujourd'hui 60%, dans des stratégies dites alternatives. Pour eux, c'est une manière, c'est une adéquation parfaite entre l'horizon de temps, leurs contraintes de liquidité en particulier, et leur objectif, c'est-à-dire de faire croître le capital de manière réelle au cours du temps. Et c'est la seule manière, potentiellement, d'atteindre cet objectif-là. Donc pour eux, d'avoir des marchés privés, c'est justement une manière de gérer le risque. Okay. Donc c'est intéressant. Et ces portefeuilles, alors, si on prend Yale, qui est quand même un des meilleurs, vraisemblablement l'exemple le plus intéressant, le programme a commencé au milieu des années 80 avec l'arrivée de David Svensson. Il a passé un peu plus de 36 ans à la tête du fonds. C'est aujourd'hui le deuxième plus grand fonds de dotation, c'est à peu près 40 milliards. C'est une performance annualisée depuis 85 de l'ordre de 14%, vraisemblablement entre 4 et 5% en dessus d'un équivalent 70-30 marché privé. Donc on voit vraiment cette valeur ajoutée que peuvent revêtir les marchés privés. Et puis surtout, ce que l'on voit, c'est que les actifs qui étaient vraiment très exposés au marché public, de l'ordre de 80% quand il est arrivé, aujourd'hui on a 60% de marchés alternatifs, dont les 2 tiers sont dans des marchés privés comme du private equity, du venture, du leverage buyout et autres. Le reste étant des stratégies, disons plutôt absolute return, et puis un sol de l'ordre d'une dizaine de pourcents dans des classes d'actifs réels, que ce soit de l'immobilier, que ce soit des infrastructures ou des matières premières. Donc je pense que c'est là où on a un vrai alignement. Après, bien entendu, durant la durée de vie de l'investissement, je ne suis pas sûr que la volatilité
compte tenu du fait que on observe les prix quand même à une fréquence relativement éloignée par rapport au marché public, soit la bonne mesure. Disons, si je devais mettre un petit warning ou un petit message de rappel, la volatilité dans ce cadre-là n'est à mon avis pas la bonne mesure du risque. Il y a un certain nombre d'autres mesures que l'on peut utiliser qui sont à mon avis plus appropriées et qui reflètent mieux la nature même des marchés privés. Merci. Je crois qu'on arrive bientôt à la fin du débat, mais je voulais encore poser une question à Jean-Pierre, notamment sur l'importance de la sélection des gérants. J'imagine que c'est quand même quelque chose de capital, puisque je ne pense pas que l'individu en tant que tel va le faire en direct, en tout cas pas au début, et surtout pour des privés, je pense qu'ils vont passer à travers des solutions de fonds, où vous faites vous-même appel à des gérants, etc. Donc, peut-être quelques mots là-dessus. Tout à fait. Alors, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Cyril, effectivement, un des risques principaux dans l'investissement des marchés privés, c'est la sélection des gérants. Parce qu'en fait, la valeur ajoutée ou la création de valeur est très liée à la personne ou à l'institution qui gère et qui investit dans les marchés privés. Donc, chez LGT, alors ça fait 25 ans qu'on fait ça. Notre famille princière a effectivement déterminé son allocation d'actifs sur la base de ces fonds de dotation. Et donc, on a un process de due diligence très, très important et très précis lorsqu'il s'agit de sélectionner les gestionnaires. De même, on a plutôt choisi la gestion à travers des fonds de fonds pour justement régler ces problématiques d'investissement sur les différents vintages, de diversifier sur les différentes stratégies. Et là, c'est un comité d'investissement qui prend ses décisions en fonction du cycle, en fonction des propositions qui sont faites par les analystes et les gestionnaires de portefeuille. Donc, voilà un peu notre façon de faire, voilà un peu comment on gère ces risques-là, parce que c'est vraiment les risques les plus importants dans cette classe d'actifs. Une chose qu'on n'a pas tellement mentionnée, c'est que la dispersion des rendements, disons, ou des performances est très importante entre les meilleurs et les moins bons. C'est pas comme dans les marchés listés, où c'est quand même assez homogène. Bon, il y a quelques variations. Donc, c'est vraiment très important. Et donc, voilà, nous, on offre à nos clients la possibilité d'investir avec la famille princière, en effet. Donc, ce n'est pas garant de performances extraordinaires, mais en tout cas, ça permet d'avoir l'alignement des intérêts. Okay. Très bien. Pour rejoindre ce que tu disais précédemment, compte tenu de la nature de ces marchés privés, quand vous avez fait un choix, vous avez fait une allocation, vous ne pouvez pas revenir en arrière ou pas immédiatement. Donc ce choix de sélection, il est déterminant. Et il est vraisemblablement... pas donner des pourcentages, mais en tout cas une part non négligeable de la capacité à capturer cette valeur ajoutée que peuvent offrir les marchés privés. Si vous êtes avec le mauvais instrument, avec le mauvais gérant au mauvais moment, vous allez avoir des rentabilités qui sont très en deçà de ce que vous auriez imaginé pouvoir atteindre dans votre décision de départ. C'est ce qui est souligné, parce qu'il n'y a pas de véritable question dans le Zoom, mais il y a, dans les commentaires, c'est effectivement ce côté, on ne peut pas se tromper, il n'y a pas de seconde chance, quelque part. C'est un peu quand même c'est d'ailleurs ce qui en angoisse certains, qui disent, il y a quand même, on travaille beaucoup avec des opportunités, des choses comme ça. Là, non, il faut vraiment, faut être sûr. Si je peux répondre à cette question, parce que je pense qu'effectivement, c'est un très bon point. Et puis, notre expérience, justement, est effectivement une chose qu'on n'a pas dite non plus, mais c'est que la diversification joue tout son rôle aussi. Diversification de managers, diversification de stratégies, d'aller dans des primaries, des secondaries, du co-investissement, de vraiment être, comme disait Cyril, être très consistant dans son investissement, chaque année, faire des commitments réguliers. C'est ce qui permet justement de réduire ce risque. Et c'est le choix que nous avons fait, plutôt que d'essayer d'aller investir dans le fonds X ou le fonds Y parce qu'il paraît fantastique. Non, dans le marché privé, avoir une approche structurée, systématique est aussi garante du succès. Et en tout cas, est un vrai garde-fou pour les risques, en fait. Le mot de la fin pour le modérateur, peut-être, je sais pas. Le mot de la fin, ça m'a convaincu, mais en effet, je comprends qu'en tout cas, c'est une décision, c'est pas quelque chose juste ça doit pas être une mode passagère, exactement. Et une fois que vous avez pris ce virage, il faut vraiment s'y tenir, faire appel à des experts qui vous conseillent, et puis la diversification, et puis c'est comme tout, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc j'imagine que c'est en investissant dans les marchés privés que peut-être on va améliorer la performance et la rentabilité des portefeuilles, mais évidemment ça prend du temps.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. On a à peu près tenu le timing, donc ça va très bien. Merci. Merci. Merci à vous. On va poursuivre avec le dernier panel de la matinée qui parle plus de l'ASG. On va finir sur une note un peu plus légère. Voilà, donc on se revoit dans 2 minutes. Merci à tous. Merci à vous. pour Au l'invitation. revoir. Au revoir.